Parlons de SIP versus H323. Dans cette vidéo, on va voir ces deux protocoles ou suites protocolaires, selon comment on voit les choses. On va voir comment ces protocoles fonctionnent dans les grandes lignes. Et puis, on va surtout répondre à la question à la fin duquel a supplanté l'autre, lequel a gagné en fait sur le marché. Alors avant de commencer, je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à travailler sur les sujets de voix sur IP, TOIP, etc. Je tiens une newsletter, qui est la newsletter de la VOIP. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Si vous travaillez de près ou de loin sur les sujets type VOIP, TOIP ou autres, c'est une newsletter dans laquelle je vous envoie régulièrement des choses qui vont vous intéresser. Alors déjà, SIP et H323, ce sont deux standards ouverts, qui sont les deux standards ouverts les plus répandus sur le marché. Alors la principale question à laquelle on va répondre, c'est lequel a écrasé l'autre? Est-ce que c'est SIP ou H323? Alors peut-être vous connaissez déjà la réponse, mais bon, on la verra ensemble à la fin de la vidéo. H323, c'est une suite protocolaire qui englobe de nombreux sous-protocoles. Ça a été créé par l'Organisme mondial de normalisation de la téléphonie, l'ITU-T, donc en 96, donc ça commence à dater pas mal, ça a près de 30 ans. C'est basé sur H320, qui était à la base le protocole pour la vidéoconférence sur RNIS. RNIS, c'est Réseau numérique à intégration de services. Donc c'est le protocole qui a pendant très très longtemps été le protocole de cœur de réseau pour les opérateurs de téléphonie. Donc c'est conçu principalement pour la visioconférence, mais par extension, c'est aussi utilisable pour la conférence multimédia. Typiquement, ça peut être utilisé pour des systèmes de vidéoconférence de salle où on va faire du partage d'écran, on va filmer en vidéo les gens qui sont dans la salle, on va pouvoir se parler entre salles de vidéoconférence, etc. Comme je le disais juste avant, c'est une suite protocolaire, donc on a plein d'autres protocoles qui sont intégrés, H225, H245, etc. Si vous voulez connaître tous les détails, je vous invite à chercher par vous-même. Et en fait, H323, ça a été longtemps omniprésent dans la visioconférence. Dans les systèmes de vidéoconférence d'entreprise, ce qu'on a retrouvé pendant très très longtemps, ça a duré, je pense, une quinzaine d'années, peut-être même plus. On a retrouvé pendant très longtemps, quasi exclusivement H323 en tant que suite protocolaire pour permettre au système de vidéoconférence de fonctionner. Alors l'architecture type en H323, même s'il y a d'autres composants plus mineurs, les trois principaux composants qu'on retrouve, c'est d'abord le gatekeeper. Donc le gatekeeper, c'est un petit peu, on peut voir ça comme un petit peu de l'intelligence ou le chef d'orchestre dans un écosystème H323. Donc il va faire la traduction d'adresse, il va faire la gestion de zone, il va faire le contrôle d'admission, c'est-à-dire il va s'assurer qu'il n'y a pas trop d'appels vidéo en simultané, il va faire du contrôle de trafic, etc. Donc on va retrouver en gros l'orchestration par le gatekeeper, et qui évite et qui contrôle surtout ce qui se passe dans l'écosystème H323. On va retrouver des terminaux H323, donc dans les installations typiques, ce qu'on retrouvait le plus souvent, c'était des systèmes de vidéoconférence de salle, mais on peut aussi avoir des choses plus basiques, type il y avait des téléphones H323 qui pouvaient être utilisés dans le passé. Et puis on va aussi avoir des passerelles qui vont permettre de connecter une architecture H323 avec autre chose. Donc ça peut être pour se connecter au RNIS, ça peut être utilisé pour se connecter à d'autres systèmes qui sont connectés sur le réseau de l'entreprise. Ça peut être utilisé pour se connecter avec d'autres systèmes qui sont sur Internet, etc. Alors ensuite, on a SIP. Alors SIP, ça veut dire Session Initiation Protocol. C'est un standard défini par un groupe de travail de l'IETF. L'IETF, c'est l'organisme de standardisation pour tout ce qui est lié au monde Internet et tout ce qui s'y rattache. Donc c'est une première version qui est sortie en 1999, donc à peu près 3 ans après la première version d'H323. C'est ce qui explique que dans un premier temps, H323 a été largement plus présent que SIP. Alors c'est basé sur les mécanismes des réseaux IP. Donc la logique de fonctionnement de SIP reprend tout ou partie de la logique de fonctionnement d'Internet, donc avec des échanges de messages qui sont assez proches de ce qu'on retrouve dans HTTP. On va potentiellement utiliser SMTP, le protocole principal du mail.
les DNS pour la résolution de nom, le DHCP pour l'adressage dynamique des terminaux, SDP, donc Session Description Protocol, pour permettre d'échanger des informations de session, etc. En fait, tout le monde de l'IP et des protocoles au-dessus d'IP, beaucoup sont repris dans les environnements SIP. Alors, c'est particulièrement adapté aussi aux problématiques de la com unifiée, mobilité et présence. La présence au sens savoir le statut de présence d'un terminal, d'un utilisateur surtout, dans l'écosystème. Et puis enfin, c'est indépendant vis-à-vis des flux de communication. Le protocole SIP, en fait, en étant un protocole très ouvert, peut être utilisé pour tout un tas de problématiques de communication différentes, que ce soit de la messagerie instantanée, de la voix, de la vidéo, etc., etc. Alors, l'architecture type en SIP, on va retrouver des agents SIP ou User Agents. Donc, ce sont les terminaux. Alors, terminaux au sens large, hein. Un terminal, c'est pas forcément un équipement. Un terminal, ça peut simplement être une application quelque part, sur un smartphone, un PC, etc. Donc, ça va être un agent. Le SIP Registrar, donc c'est un des composants centraux. Donc, le SIP Registrar, il va enregistrer les User Agents. Il va connaître la correspondance entre adresse SIP et adresse IP. Donc, quand on appelle quelqu'un avec son adresse SIP, les informations de correspondance qui va permettre de retrouver vraiment sur le réseau IP où est l'user agent, c'est le SIP registrar qui va avoir ces informations-là. Et puis, il va faire l'interface aussi avec la brique qui gère la localisation dans les systèmes où on a besoin de connaître la localisation, typiquement les systèmes de communication sans fil mobile. On va aussi retrouver un SIP proxy. Donc, les deux fonctions principales d'un SIP proxy, c'est de répondre aux requêtes des clients. Typiquement, un client SIP qui veut initier une communication, il va s'adresser au SIP proxy pour initier cette communication. Et le SIP proxy va savoir aussi retransmettre vers le bon destinataire, si il l'a en direct, ou vers un autre proxy, si c'est pas lui directement qui a la main sur la destination. Puis enfin, on va retrouver des passerelles et en option éventuellement un serveur de redirection. Si on a des problématiques un peu complexes en SIP qui sont liées à des migrations, par exemple d'une solution à une autre ou d'interconnexion de solutions, un serveur de redirection, ça peut s'avérer utile pour éviter de réécrire toutes les configurations d'un peu tout. On va simplement configurer correctement un serveur de redirection pour qu'un ancien système, par exemple, puisse voir des communications arriver vers lui sans que le nouveau système connaisse dans le moindre détail la configuration de l'ancien. Donc, si on doit résumer H323, donc 1, ça vient du monde des télécommunications. 2, c'est établi de manière très rigoureuse. 3, c'est très riche. C'est une suite protocolaire avec c'est un truc à tiroir en fait, H323. 4, c'est complexe. Et 5, c'est peu flexible. Mais comme beaucoup des standards qui viennent du monde des télécommunications, souvent ce sont des standards qui sont très très fouillés, très détaillés, mais peu flexibles et très complexes. Ensuite, SIP, en résumé, ça vient de l'univers des réseaux IP, donc c'est construit selon les principes d'Internet. SIP, c'est simple, c'est souple et c'est ouvert. Et enfin, c'est sujet à interprétation dans l'implémentation. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Ça, le principal inconvénient, c'est que comme les différents éditeurs, équipementiers vont coder leur prix protocolaire SIP de manière potentiellement différente, interconnecter des systèmes hétérogènes en SIP, ça va parfois poser des problèmes d'adaptation technique entre les systèmes. L'avantage de ça, c'est que ça pose relativement peu de contraintes aux personnes qui vont implémenter SIP, et donc ça permet une implémentation très souple et très rapide. Alors pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure à un moment, on va répondre à la première question de cette vidéo, qui est lequel entre SIP ou H323 a écrasé l'autre, et lequel est devenu omniprésent sur le marché alors que l'autre est toujours en déclin et continue de décliner assez violemment. La réponse à cette question, c'est SIP. Alors, vous le saviez peut-être déjà ou vous l'avez deviné en voyant ce qu'on a pu discuter dans cette vidéo. En fait, SIP, c'est un protocole qui est vraiment simple et qui est vraiment souple. Donc finalement, c'est moins cher à implémenter,
Et à partir du moment où on a dit ça, sur un marché très concurrentiel, c'est la fin du game, hein. Clairement, les éditeurs, entre implémenter H323 et implémenter SIP, ils vont potentiellement diviser par 5 voire 10 les coûts d'implémentation. Bon, ils choisissent SIP, c'est la question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Un petit rappel, il y a une newsletter de la VOIP, des sujets comme celui dont on a parlé dans cette vidéo, il y en aura d'autres, hein, mais si vous voulez rien louper, il faut être inscrit à la newsletter. Donc, je vous ai mis le lien dans la description.